Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, leur activité, mais surtout leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Nous intervenons sur 3 sets d'offres que sont la formation business, le coaching business ou encore les missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Emmanuelle Porte. Maître Porte est avocate associée au sein du cabinet Bird & Bird à Paris. Elle en est également la co-managing partner. Elle intervient au sein du département Life Science et développe cette activité avec l'ensemble de son département. L'approche de Bird & Bird est extrêmement intéressante puisque tout d'abord, elle est sectorielle, contrairement à beaucoup d'autres cabinets d'avocats. Dans ce podcast, vous découvrirez une avocate passionnée par son activité, avec un fort recul business, qui arrive à analyser et à transmettre l'énergie nécessaire pour le développement de son cabinet. Écoutez-le bien jusqu'au bout, il est plein de pépites et je vous souhaite une excellente écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Emmanuelle Porte, je suis ravi que vous me receviez dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé et co-managing partner, le cabinet Bird & Bird situé à Paris. Bonjour Emmanuelle Porte. Bonjour Valentin, merci. Alors, mais avec grand plaisir, je suis très ravi, très content de vous recevoir aujourd'hui, d'autant que j'avais du retard ce matin, mais vous avez été sympa et vous m'avez attendu, donc je vous en remercie. Pas de problème. Alors, la question est toujours la même au départ. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocate ? Alors, j'ai un parcours qui devient classique maintenant parfois. J'ai fait une école de commerce. Donc j'étais pas du tout encline à devenir avocate. J'ai grandi en province, prépa à Fermat, Toulouse. Ça a été une découverte d'ailleurs, parce que c'était un choc, la prépa. 2 années de travail intense, mais alors d'épanouissement incroyable. Je mesurais pas combien j'étais loin d'un certain niveau de travail, de connaissances, de culture. J'ai fait des découvertes amicales incroyables, vraiment, qui m'ont transformée. Et ensuite, j'ai intégré l'ESSEC. Donc là, deuxième grand choc, c'est un peu l'image d'Épinal, mais moi je rêvais de monter à Paris, c'est le mot quoi. Et aujourd'hui je m'en cache pas. Enfin, c'est quelque chose qui pour moi était viscéral. Il fallait que je sorte de ma province, que j'adore. J'adore retourner chez moi dans les Landes quand même. Mais j'avais un besoin de grandir, de sortir, et qui a été vraiment accru par toutes les rencontres que j'ai faites en prépa, à l'ESSEC, à Paris. Et donc à l'ESSEC, très belle découverte aussi, j'étais très heureuse. Simplement, je pense que j'ai eu un choc quand j'ai découvert les cours de droit, une vraie révélation. C'était en première année. J'étais plutôt généraliste, je ne savais pas bien ce que j'allais faire, mais je pense que je me serais dirigée plutôt vers du marketing ou du RH, certainement pas de la finance. Mais le cours de droit, pour le coup, avec des professionnels du droit, des avocats qui nous montraient combien finalement la matière du droit confrontée à l'entreprise avait ça a résonné en moi, véritablement. Donc l'image de l'avocat qui plaide en robe, pour moi, c'était pas du tout le fantasme. En revanche, l'avocat qui aide les entreprises dans leur développement, le droit au service du développement et de l'économie de l'entreprise, ça a tout de suite pour moi été une révélation. Après, j'ai rencontré également des avocats, et notamment lors des campus à l'ESSEC, campus droit. Et j'ai rencontré des mentors, notamment un mentor qui m'a ouvert les portes de son cabinet. C'était chez Archibald, qui avait aussi eu un parcours, souvent on se reconnaît dans quelqu'un qui avait aussi eu un parcours ESSEC, qui était d'abord un financier, un auditeur, et qui est devenu, par la passerelle, qui est devenu avocat. Et ça a véritablement été mon mentor lors de mon stage, puis lors de ma première expérience chez Archibald, où j'ai été embauchée.
Donc en résumé, hein, le droit pour moi a été le moyen de trouver une voie, une carrière qui, couplée à mon enseignement et à ma formation en école, m'a permis de véritablement trouver une voie, c'est-à-dire utiliser tout mon savoir et mon approche que j'avais apprise à l'ESSEC, où j'ai fait aucun stage de droit. J'ai fait des stages dans une banque, en RH, en marketing, mais surtout pas en droit. Et c'est là, je pense, qu'on arrive à véritablement allier deux compétences qui font qu'il y a peut-être une différence ensuite. Et quand vous exercez pour la première fois, que vous rentrez chez Archibald, qu'est-ce que vous découvrez à l'intérieur des cabinets d'avocats? Parce que vous aimez le droit, vous aimez la matière, vous commencez à aimer les avocats, parce que vous trouvez votre mentor. Et là, comment ça se passe quand vous rentrez finalement dans le cœur de la machine? En fait, je découvre surtout une firme, vraiment. Et c'est là où, en fait, moi je serais restée probablement longtemps chez Archibald si Andersen n'avait pas implosé. Enfin, j'en sais rien, on ne peut jamais présager du futur, mais je découvre une machine de guerre où les équipes d'avocats étaient assez bien intégrées avec des équipes financières, ce qui a d'ailleurs fait un peu imploser la machine. Donc je découvre surtout une très belle entreprise qui ne ressemblait pas à un cabinet d'avocats, à mon sens, hein, j'en connaissais pas d'autres, mais qui en revanche, je trouvais que c'était surtout une entreprise, avec des personnalités, c'était une vraie aventure humaine, hein, c'est-à-dire que le collaborateur qui rentrait chez Archibald, il avait potentiellement un parcours, une formation, une évolution de carrière, toute tracée s'il remplissait certains critères. Donc en fait, par rapport aujourd'hui, avec le recul, par rapport au cabinet que je connais aujourd'hui, Archibald, c'était avant tout c'était une entreprise qui ressemblait à toute autre entreprise avec une RH, avec des parcours de carrière et une vraie démarche entrepreneuriale. Et j'ai surtout apprécié de travailler avec les équipes financières d'Arthur Andersen. On travaillait beaucoup avec Transaction Service, je ne sais pas si ça s'appelle aujourd'hui comme ça. Ouais, TS. TS, voilà, avec les équipes du restructuring. Et donc les dossiers les plus sympathiques, les plus rigolos, c'était quand on était en binôme avec les équipes financières. Et c'est probablement parce que j'avais cette formation-là que ça m'intéressait. Et je voyais du coup l'intérêt, encore une fois, du droit avec le chiffre. Et de l'approche ou entrepreneuriale, parce que j'ai travaillé dans les années 2000 avec l'équipe qui travaillait beaucoup sur l'e-business. C'était le début de la bulle Internet. De la bulle Internet. Et j'ai travaillé avec ces équipes-là, donc des opérations très flash pour des fonds d'investissement, sur des startups. Et c'est là que j'ai trouvé ensuite probablement le début de ma voie sur comment j'allais me développer, moi en tant qu'avocate, comment j'allais démarcher une clientèle à travers cette bulle Internet qui se formait. Voilà. Et du coup, vous avez commencé à développer dès le départ en tant que collaboratrice? Non, c'est pas vrai. J'ai pas commencé à développer. En fait, c'était un travail très finalement collaboratif avec les équipes d'Archibald, avec certaines équipes d'Arthur Andersen. Et puis il y a eu l'affaire Enron quand même. L'affaire Enron, donc ça doit être en 2005, je crois. Je crois que c'est 2001, mais c'est possible que c'est en 2005. Moi, je suis partie effectivement en 2005, donc c'est 2001 en effet. Donc l'affaire Enron a fait imploser Archibald. On a fusionné avec EY. Autant la fusion du monde financier, enfin du chiffre et des auditeurs a très bien fonctionné, les avocats, pas vraiment. Moi, je suis restée 1 an et on est parti avec une équipe chez Taylor Wessing, qui était un spin-off de Deloitte. Donc en cabinet, pour le coup, international, anglo-saxon, mais beaucoup plus petit, très entrepreneurial aussi, puisque c'était un spin-off. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peut-être un peu plus une démarche entrepreneuriale et à me dire, tout ce que je fais, je dois potentiellement trouver des opportunités de développer des clients. Parce que là, j'avais l'ambition de devenir associée. Donc en fait, cette ambition-là, vous l'avez finalement assez tôt, en vous disant, aujourd'hui,
je suis collaborateur, j'exécute, je travaille avec une équipe, j'ai des gens en lesquels j'ai vraiment confiance, qui me guident, qui me forment. Mais demain, il faudra que je sois autonome, que je sois capable de développer moi-même ma clientèle, de la chercher, de trouver des axes de développement et d'être celle qui est à l'origine des dossiers. Et donc ça se construit avec l'aide de tous vos associés. Hein. Ça se construit jamais seul, mais ça se construit en étant opportuniste, en cherchant les voies que les autres n'ont pas creusées. En fait, si j'avais un conseil à donner à des collaborateurs qui veulent devenir associés, c'est trouver toujours une voie que personne n'a creusée. Alors c'est un peu prétentieux, mais dans un cabinet, il y a toujours une voie que quelqu'un n'a pas creusée. Avoir un os à ronger, en se disant, au-delà du travail quotidien, si j'ai une démarche commerciale à mener, il faut que j'ai systématiquement la même démarche et que je trouve un os à ronger tous les jours. Tous les jours, je dois passer 1 heure de business développement en me disant quelle approche je vais avoir et qu'est-ce que je vais faire si je vais dehors. Si je vais à une conférence, quel discours j'ai. Je ne suis pas l'avocat lambda, je ne fais pas que du corporate. Je fais du corporate dans un certain secteur, par exemple. C'est un exemple. Ouais, ça me plaît beaucoup. et ça, après, ça se décrète pas. Il y a aussi des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et par le plus grand des hasards, chez Taylor Wessing, pour la première fois, j'ai un dossier d'une société de biotechnologie par un associé qui venait d'arriver chez Taylor, qui n'avait pas de collaborateurs. On me le présente, je travaille avec lui, et c'est un déclic. Là, c'est le projet de la start-up en biotech m'intéresse. L'équipe et les fondateurs sont passionnants, sont souvent des gens qui ont une double formation scientifique, financier, ou qui forment des binômes financiers et scientifiques. Et là, vous rentrez dans un écosystème absolument passionnant. La santé, le life science, les biotech, les medtech, avec tout un vocabulaire, des acteurs que vous ne connaissez pas. Et de fil en aiguille, si le thème vous intéresse, ce qui était le cas pour moi, vous placez vos pions, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui vous recommandent, vous assistez à des conférences, vous faites une démarche systématique qui vous fait comprendre le milieu et l'écosystème. Et de fil en aiguille, si évidemment, encore une fois, il faut aussi aimer le domaine dans lequel ou le secteur dans lequel vous évoluez. Très naturellement, vous devenez un acteur de ce secteur-là. Et plus le secteur est fin, plus c'est simple de le faire, parce que moins il y a d'avocats qui sont positionnés dessus, ou moins il y a de concurrents qui sont positionnés dessus. Exactement. Je dis tout le temps aux avocats qu'on forme que quand vous avez un avocat en droit fiscal, vous êtes en concurrence avec l'ensemble des autres avocats en droit fiscal. Bien sûr. Alors même si on ne distingue pas de Transac, etc., peu importe. Mais le jour où il y a un avocat qui commence à s'afficher avec un positionnement marketing fort en disant « moi je suis l'avocat en droit fiscal pour tous les pharmaciens de France », mais en fait derrière il aura la primauté. Et c'est pareil sur tout secteur d'activité extrêmement niché. Oui. Et les avocats pensent qu'à partir du moment où ils commencent à avoir un secteur d'activité niché, comme vous par exemple la life science ou la biotech, derrière ils ne peuvent pas en sortir. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai du tout. Après, je pense que c'est surtout une question d'envie ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie de devenir un des acteurs incontournables de ce secteur-là, et donc vous vous dites, je dois avoir cette approche marketing et tous les clients doivent me considérer comme et ne voir en moi que ce spécialiste. Maintenant, aujourd'hui, si j'ai une opportunité d'une société qui travaille dans la tech et qui n'a rien à voir avec la santé, je vais la prendre aussi parce que je suis avocat en venture capital et je sais faire une levée de fonds en tech comme en biotech. Mais je trouve en revanche que j'ai toujours voulu être dans des cabinets qui avaient cette démarche-là de respect des compétences et respect de la connaissance sectorielle. Parce qu'on ne peut pas se décréter spécialisé dans un secteur tout à coup. Et donc on n'est pas crédible. Aujourd'hui, on vend à l'écart d'un client une compétence technique, mais une compétence sectorielle, ça s'acquiert sur le long terme parce que c'est vraiment une connaissance de fond des tendances, des nouvelles tendances, des acteurs, et on est là aussi pour recommander, moi très souvent, je recommande
des fonds d'investissement à certains de mes clients. Je recommande à des fonds d'investissement certaines opportunités. Donc j'essaie de faire du business développement qui ne va pas me servir directement, mais qui va avoir des retombées in fine, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, peu importe. Et ça ne se décrète pas. Donc moi, si je serais mal à l'aise à aller tout à coup dans une réunion dont le sujet est l'immobilier. Le marché immobilier, j'y connais rien. Je peux faire une opération corporate immobilier et encore, je ne suis pas sûre que je serai la meilleure. Je pense qu'aujourd'hui, la spécialisation, c'est quand même un atout de réussite et aussi de service à l'égard d'un client. Moi, mon client, je le respecte profondément. Je suis admirative de certains de mes clients, même beaucoup de mes clients. Et donc, j'aurais honte de me présenter à l'égard d'un client en me décrétant spécialiste, ou même pas spécialiste, mais connaisseuse d'un secteur alors que je ne le connais pas. Je pense qu'on doit apporter à un client un service technique, mais aussi une crédibilité sur son secteur. Je suis assez d'accord avec vous et j'étais avec mon mentor hier, c'est pour ça que je souris. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit « La multiplicité des spécialités cache l'incompétence généralisée ». C'est pas faux. C'est pas faux. Après, je veux pas... je veux pas juger certaines personnes qui décident d'être multisecteurs. Dans notre cabinet, on a plutôt une approche très sectorisée, mais on a aussi des agnostiques. Certains nous disent, et notamment en corporate, moi je fais du corporate. Et c'est quand même le cas de pas mal d'avocats corporate. Je fais du M&A dans n'importe quel secteur et je m'appuie sur les compétences de mes associés pour avoir la profondeur sectorielle. Moi, je pense que dans mon secteur, venture capital, life science, je suis plus crédible, même en tant qu'avocat corporate, à avoir cette connaissance sectorielle. Je le pense. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt ça m'a plutôt réussi, je dirais. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Et alors, beaucoup d'avocats se demandent finalement comment choisir une expertise, ou en tout cas, comment arrêter jusqu'où finalement se spécialiser pour que finalement on ait encore de la profondeur de marché. Alors, c'est une très bonne question parce que souvent les collaborateurs, on essaie de guider les collaborateurs quand même. Et alors, un collaborateur corporate, on lui dit quand même, tu dois être capable de répondre à toutes les attentes d'un client en corporate. Donc tu dois savoir faire du venture capital, du LBO, du M&A, de la cession de fonds de commerce. Donc ne te spécialise pas immédiatement en venture capital parce que c'est trop restrictif. Donc essaie d'avoir un parcours quand même, et du boursier par exemple, essaie d'avoir un parcours finalement assez généraliste dans le corporate. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, peut-être 5 ans, il va y avoir des affinités. Après, il faut faire ce qui te plaît aussi, véritablement. Si tu veux continuer à avoir ce spectre dans le corporate, fais-le. Et si tu es aussi capable de délivrer, parce qu'il ne faut pas s'improviser, encore une fois. Un LBO, c'est très spécifique par rapport à du venture capital. Donc si tu es capable d'avoir toutes ces cordes à ton arc, fais-le. Maintenant, encore une fois, il faut se faire plaisir. Et donc, si on se sent plus à l'aise dans une sous-composante, on creuse cette sous-composante-là. C'est ce que moi j'ai fait et je suis bien plus à l'aise en venture qu'en LBO. Et aujourd'hui, du coup, j'ai un associé LBO avec lequel je travaille avec plaisir. Dès que j'ai un dossier LBO, je les lui donne. Donc, je pense qu'après, c'est personnel. Quant au choix sectoriel, là aussi, il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire... il faut se dire, quand on commence à vouloir développer une clientèle, encore une fois, c'est aussi un confort de tout à coup attaquer un marché, un secteur, en se disant je le creuse à fond et je serai le spécialiste de ce secteur-là. Et ça va beaucoup plus vite, puisque je donne un exemple qui n'est pas un exemple d'avocat, mais à Anomia, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du conseil en stratégie et de la formation à destination des avocats. Nous, on travaille notre profondeur de marché, c'est 30 000 avocats en France. C'est-à-dire que c'est des avocats en droit des affaires et qui ont un potentiel de développement et qui peuvent nous payer aussi. Mais on pourrait très bien le faire pour l'ensemble du marché. En fait, on fait de la formation et du conseil comme des milliers d'entreprises en France. Mais on a choisi un segment qui était extrêmement fin pour avoir une croissance qui soit beaucoup plus rapide. Oui, moi je crois vraiment bien plus dans ce modèle-là. Moi aussi. Bravo, bon choix.
Merci beaucoup. On en reparlera. Bon, alors, vous avez commencé votre carrière chez Archibald, vous êtes ensuite allé chez EY pour la fusion entre guillemets ratée de votre côté, étant donné que vous êtes parti chez Taylor Wessing. Qu'est-ce que vous voyez comme point commun entre ces trois cabinets d'avocats et est-ce que vous avez saisi des choses que vous avez vues là-bas pour les réappliquer à votre carrière actuelle? Ah oui, complètement. J'ai saisi quand même l'organisation d'un cabinet sous forme d'entreprise, ça c'est Archibald, et l'importance quand même du business développement et de la fonction gestion du client, gestion financière du client. C'est-à-dire qu'un avocat et un associé d'un cabinet doit évidemment avoir des clients, les traiter de manière excellente au plan technique, Ouais. mais aussi avoir un business rentable. Parce que sinon, d'abord ça ne sert à rien et puis c'est dangereux. Donc j'ai toujours eu quand même une approche chiffrée du métier d'avocat. Il faut absolument être rentable. Après, c'est pas, je ne parle pas de rentabilité au sens mercenaire, je parle de business profitable qui fait qu'on travaille beaucoup, mais on sait qu'on est bien rémunéré et on sait que le business est pérenne et qu'on va le faire croître et qu'on peut bien rémunérer les collaborateurs qui travaillent beaucoup. Donc il faut trouver ce juste équilibre-là. Ensuite, j'ai appris aussi la pluridisciplinarité, à la fois du chiffre et du droit, mais aussi du droit et le travail collégial. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu être dans des structures qui voulaient croître collégialement et faire partager à chacun des avocats les clients. C'est-à-dire qu'on est plus fort dans un client quand on a plusieurs portes d'entrée. Et donc l'idée toujours, le maître mot, c'est de se dire, mon client, je le traite aujourd'hui en corporate, comment je peux faire rentrer mes camarades en IP, en taxes, en social, dans toutes les matières possibles. Ça ne marche pas toujours, loin de là, parce que les clients ont souvent des approches, justement, ils divisent souvent, pas toujours. Mais donc, l'idée, c'est véritablement faire croître par le cross-selling interne, essayer potentiellement de trouver des passerelles avec d'autres métiers qui sont des apporteurs d'affaires, donc les métiers de la comptabilité, de finance, les banquiers d'affaires. Donc, toujours aller vers s'ouvrir à un écosystème et se dire que le travail, les nouveaux dossiers peuvent venir aussi de vos connaissances, de vos relations internes et externes. Et ça, est-ce que vous travaillez avec les collaborateurs à partir de la 3e, de la 5e année pour justement leur transmettre ces compétences-là, ces connaissances-là, pour qu'ils puissent devenir associés? Okay. On essaie en fait parce qu'on voit bien les collaborateurs aujourd'hui, c'est très difficile de rester dans ce métier-là. On voit qu'il y a une fuite incroyable des collaborateurs de grande qualité qui partent en entreprise. C'est dramatique pour moi. C'est un vrai échec. Je ne dis pas qu'on n'est pas bien en entreprise, mais c'est quand même un échec de se dire un collaborateur a travaillé pendant 8 ans d'arrache-pied dans diverses structures et se dit je ne peux pas devenir associé. Donc il faut les aider à construire un business case. Tout le monde ne peut pas devenir associé, et c'est pas grave d'ailleurs, c'est vraiment pas un échec. Et aller en entreprise, ça peut être une grande réussite. Je me suis d'ailleurs régulièrement posé la question. Donc je ne suis pas en train de juger. Maintenant, c'est un échec quand quelqu'un part en entreprise par dépit, en se disant je n'ai jamais eu les clés pour devenir associé. Donc on essaie de susciter chez les collaborateurs, et ça ne marche pas toujours, enfin il y a d'ailleurs des collaborateurs dont on voit que ça ne marchera pas. Mais quand on voit que ça commence à émerger, on essaie de susciter chez le collaborateur cette démarche qui est de sortir de son bureau, de ne pas être que l'exécutant en droit, mais d'être aussi celui qui va discuter avec son client, qui va un peu élargir son spectre et qui va saisir toutes les occasions pour essayer de développer la relation client. Et ça, oui, il faut essayer de l'inculquer. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire venir les collaborateurs à toutes les réunions clients, les faire venir aussi aux événements clients, les faire déjeuner avec les clients pour qu'ils discutent, qu'ils sortent un peu de leur zone de confort et qu'ils voient aussi avec l'associé quelle est la relation client, comment on fait émerger les nouvelles idées. Et puis, dès qu'on sent que ça prend chez un collaborateur, c'est de lui dire, bon, écoute,
essaie de systématiser des approches clientèle, essaie de voir, si tu veux devenir associé, hein, parce que tout le monde ne veut pas, encore une fois, essaie de voir ce qui pourrait être ton os à ronger, c'est le terme que j'utilise un peu, parce que finalement, essaie de te dire, dès que j'ai un temps mort, comment je l'utilise pour construire ce fameux business case. Et on a eu des réussites au cabinet dont on est tous fiers collégialement, c'est de se dire, on peut construire avec quelqu'un un business case en 4 ans pour que cette personne se présente comme associée avec un bagage solide et qu'elle n'attende pas que d'autres associés lui apportent un business. Et comment vous faites lorsque sous finalement certains associés qui ne sont pas des très très bons développeurs, vous avez un certain nombre de collaborateurs? Est-ce que vous les laissez finalement gérer par l'associé où ils fonctionneront par mimétisme et vous prenez le risque que finalement ça devienne des moins bons développeurs que les autres? Ou est-ce qu'il y a finalement un partage de compétences entre ceux qui sont les rainmakers entre gros guillemets et ceux qui ont vraiment cette fibre commerciale au sein du cabinet pour même acculturer les collaborateurs d'autres départements? Oui, alors ça je pense que c'est plus compliqué. Je pense que certains collaborateurs, encore une fois, peuvent avoir leur place dans un cabinet sans devenir associés. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de personnes extrêmement techniques, extrêmement fiables, sur lesquelles les clients vont se reposer. Donc on ne va pas systématiquement... on va essayer de trouver une place à chacun des profils dans un cabinet. Après, on essaie parfois de faire des binômes. C'est intéressant ce que vous me dites, parce qu'actuellement, on essaie de faire travailler 2 personnes dans 2 matières différentes, mais sur un même secteur, qui ont probablement chacune envie d'être associées. Mais on pense que seules, elles n'y arriveront pas forcément, encore qu'une probablement si. Mais donc justement, effectivement, on essaie de faire un binôme en se disant, il y a une personne qui est un peu plus avancée, plus mature, qui va tirer vers le haut cette autre personne dont on sait qu'elle a cette capacité, mais pas l'exemplarité au quotidien. Donc oui, c'est une bonne idée, je pense, par capillarité, et par binôme, d'essayer effectivement de transmettre cette envie et surtout de former. Mais là, on rentre dans un domaine qui est quand même plus impalpable. C'est moins une science exacte, hein, la formation à comment devenir associé. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que ça peut quand même tout de même petit à petit, enfin moi en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Ouais. J'ai eu des mentors, je vous en ai cité un, j'en ai eu d'autres. J'ai eu une associée que j'ai suivie et qui m'a formée pendant 10 ans, jusqu'au jour où nos voies se sont séparées parce que j'avais besoin de prendre mon envol. Mais c'est effectivement au quotidien discuter, s'imbiber de ce que font les autres. D'ailleurs en faisant ses choix, hein, parce qu'il y a des modèles et il y a des personnes qui ne sont pas du tout des modèles et qui réussissent tout de même en tant qu'associés. Donc petit à petit, on voit un peu quelles sont les voies qu'on a envie de suivre et les modèles qu'on a envie de dupliquer et ceux dont on veut totalement s'écarter. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes managing partner du cabinet Bird & Co-managing partner, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a la parité qui est respectée chez Bird. C'est une très bonne chose. Ouais. Vous êtes co-managing partner du cabinet Bird & Bird à Paris depuis septembre dernier. Pourquoi vous avez souhaité devenir managing partner et qu'est-ce que ça implique au quotidien ? Alors, j'ai pas souhaité en réalité. Hein, ça fait 5 ans que je suis chez Bird. C'est un cabinet que j'aime beaucoup. Moi, je ne vous ai pas raconté tout mon parcours et je pense que ce n'est pas nécessaire, mais ce qui m'a toujours drivé, c'est des coups de cœur, tout le temps. Je ne crois pas avoir choisi un cabinet je l'ai choisi souvent par coup de cœur. Coup de cœur pas pour des gens, ouais. Humain, mais véritablement. Et puis aussi, quand même, parce que j'avais une certaine logique, hein, je voulais développer ma clientèle dans le secteur du life science. Et à un moment de ma carrière, j'avais besoin d'une plateforme qui m'aidait en tant qu'avocat corporate à adresser une clientèle life science. Donc j'avais besoin d'avocats très solides en IP,
en transactionnel, en data et en réglementaire, life science. Mais ça, vous le faites qu'avec des personnes en qui vous avez entièrement confiance, qui ont la même démarche entrepreneuriale que vous et qui ont envie de travailler collégialement avec vous. Et je suis tombée, mais vraiment tombée sur Bird & Bird, de par sa notoriété évidemment, mais je suis tombée sur une équipe qui m'a séduite au plan humain. Et aujourd'hui, c'est un pari que j'ai véritablement gagné. Depuis 5 ans, je développe bien avec mes associés et surtout, on a créé aujourd'hui vraiment une marque dans ce secteur-là et je ne le porte pas toute seule, je le porte vraiment avec d'autres associés. Et donc, c'est avant tout une aventure humaine, un coup de cœur humain. Et puis quand on reste dans un cabinet, c'est parce qu'on a encore la foi dans ce cabinet-là, de se dire on peut encore développer et on peut encore croître et encore se faire plaisir. Et de manière assez naturelle, petit à petit, je me suis intéressée au développement de ce cabinet en faisant partie du COMEX. Et donc, ce n'était pas une volonté pour moi de devenir co-managing partner, mais à un moment, il y a un changement de gouvernance qui se fait. Et de manière naturelle, les choses se sont faites. Voilà. Je pense que ça arrivait à un moment où, effectivement, au-delà de mon développement business, j'ai envie de m'investir aussi sur le développement d'un cabinet et sur son quotidien, parce que je ne vais pas non plus faire des miracles. Bird est un très beau cabinet, mais on va essayer de le porter encore un petit peu plus loin, à l'étape d'après, et en travaillant sur les fondamentaux qui sont très solides chez Bird. Donc, envie probablement de faire en sorte que ce cabinet continue à être un acteur majeur et à trouver peut-être des nouvelles pistes aujourd'hui, parce que c'est quand même un secteur, enfin le monde des cabinets d'avocats bouge énormément, est en danger constant, donc il faut être toujours vigilant pour se dire comment je reste dans la course, qu'est-ce que je propose encore à mes clients et comment je vais continuer à faire vivre ce cabinet, à attirer des nouveaux talents et comme je vous l'ai dit, à faire croire aux collaborateurs qu'il y a un avenir dans ce cabinet, qu'ils peuvent devenir associés, en tous les cas grandir dans ce cabinet. C'est des beaux projets. Oui. C'est pas mal. Et quels sont vos rapports avec la maison mère? Parce qu'on entend beaucoup finalement de cabinets anglais ou de cabinets américains qui disent que finalement ils n'ont pas toute l'attitude et que c'est assez frustrant. Vous, j'ai l'impression que dans votre parcours, vous avez quand même connu majoritairement des cabinets anglo-américains. Donc derrière, vous y avez été habitué. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème pour vous? Pas du tout. D'ailleurs, je n'ai pas connu que des gros cabinets, puisque avant de venir chez Bird, j'étais dans un plus petit cabinet qui s'appelle RedLink. Et j'avais envie d'une aventure purement franco-française, entrepreneuriale. Ça s'est très bien passé, mais je me suis sentie, et c'est vraiment sans critique pour RedLink, parce que je m'en suis ouverte, je me suis sentie en danger sur mon développement personnel. J'ai été en fait formatée, j'ai toujours été formatée pour être dans des cabinets internationaux et surtout très multi-sectoriels et multi-expertise. Et donc, pour mon projet professionnel, j'avais besoin d'une plateforme. Ouais. C'est pour ça que j'ai migré chez Bird, parce que j'ai besoin d'autres associés dans ma matière qui ont la même démarche, comme je vous l'ai dit, et j'ai besoin d'une approche internationale pour mes clients. Donc ça, c'est fondamental. Du coup, j'ai perdu votre question. C'était les rapports entre voilà. Siège Donc, je voulais, pardon. Donc, je voulais un cabinet international qui ait la même approche que moi. En tous les cas, ça c'est présomptueux. Je voulais pouvoir développer mon approche dans un cabinet qu'il avait déjà. Donc, c'était le cas chez Bird, en life science. Donc, je voulais me greffer dans cette approche-là. Et donc, ça ne pouvait être que dans un cabinet effectivement international. Mais j'ai découvert chez Bird une approche, pour le coup, très, très homogène. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas du tout en franchise. Hein. Tous les cabinets de tous les bureaux sont fortement intégrés, mais avec quand même une grande souplesse et pas du tout un poids de Londres. Hein. On a évidemment, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un cabinet fortement intégré. Donc évidemment, on a des pratiques qui sont totalement homogènes. On n'est pas le village gaulois, pas du tout. Mais en revanche, je prends ça d'une manière très positive, c'est-à-dire que
l'organisation mondiale m'aide et me porte. La marque mondiale me porte. Et toute l'organisation est plus, pour moi, au contraire, un gage de qualité, d'homogénéité et puis de force de frappe. Donc, c'est pas du tout un poids pour moi. Et je pense que Bird fait quand même partie des cabinets qui a réussi un peu cette synthèse avec un navire amiral Londres qui n'a pas un poids omniprésent, pesant. On a encore une vraie autonomie de gouvernance en France, mais c'est vraiment, je pense, ça se fait avec beaucoup de partage et pour moi, les autres bureaux et l'organisation mondiale, c'est plus une aide qu'un poids. Très clair. Comment on continue à développer sa pratique et comment on gère à la fois un cabinet d'avocats Je avec ne sais pas, ça il 29 faut que vous associés? reveniez dans un an, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut savoir, ça va être là le grand challenge, hein. Je pense qu'il faut surtout pas perdre pied auprès de ses clients. Surtout pas. Il faut être encore extrêmement capable de développer sa practice. Parce que je pense que l'exemplarité est fondamentale pour un managing partner. Il faut montrer qu'on a réussi et qu'on continue à réussir dans sa pratique pour pouvoir parler aux autres associés. Et donc, je sais pas, on va voir. Ouais. Mais je pense que après, ça se fait un peu au quotidien, c'est-à-dire que d'abord on est plusieurs, on n'est pas. Enfin, il y a encore une fois Alexandre Vuchot étant quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui m'aide beaucoup, et puis on a un COMEX, et puis on a des équipes solides, donc on a des équipes de support qui sont déjà très professionnelles, donc il faut dégager probablement du temps quand même pour prendre du recul sur l'organisation du cabinet, ce qu'on peut apporter de plus, et il y a un travail, je pense aussi, beaucoup de continuer à travailler cette collégialité entre associés. Ce qui est fondamental, c'est que les gens ne travaillent pas en silo. C'est-à-dire qu'un managing partner doit aussi, non pas mais faire émerger des idées. On parlait ensemble de cross-selling, hein. Ouais. C'est faire émerger des idées de travail ensemble, entre associés. Saisir des opportunités, écouter et donc passer beaucoup de temps quand même avec ses associés pour qu'ils se parlent et savoir saisir les bonnes idées des uns et des autres. Bon, ça reste encore très général. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, vos projets finalement pour la suite, ça va être quoi? Parce que vous êtes associé d'un excellent cabinet anglais à Paris. Vous êtes devenu managing partner. C'est quoi la suite? Non, mais la suite déjà, encore une fois, c'est de faire grandir ce cabinet-là. Donc, moi, mon projet, c'est un cabinet qui est très reconnu en IP, en IP-IT. C'est vraiment l'ADN du cabinet. Eh bien, c'est de le faire grandir sur les autres matières. C'est déjà le cas hein, à Paris, mais c'est de faire en sorte qu'on soit aujourd'hui un acteur incontournable en corporate pour des sociétés dont le cœur du réacteur, c'est l'IP. Et donc, il faut qu'on soit très fort aussi sur les autres matières, et c'est déjà le cas, c'est bien enclenché. On a des belles équipes, une belle équipe en finance, en restructuring, en corporate, en taxe. Donc, c'est sortir un tout petit peu de cette notoriété fondamentale. Hein, je suis pas du tout. On va construire à partir de l'existant. Et donc, c'est devenir à nouveau un cabinet pluridisciplinaire, mais avec cette force de frappe IP, IT et data, qui va nous porter vers un peu plus de notoriété dans les autres matières. Très clair. Aujourd'hui, vous êtes une femme à la tête d'un cabinet d'avocats. On sait qu'il y en a très très peu. J'identifie Auguste, Reed Smith. Et en faisant vite le tour, je vois qu'il n'y en a pas énormément. Si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous n'êtes pas obligé.
Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message aux collaboratrices et aux associés, parce qu'on sait que c'est quand même difficile. Est-ce que vous avez envie de leur transmettre un message par rapport à ce parcours? Oui, moi je suis militante sur le sujet. Donc, cool, je savais pas. Enfin militante, peut-être pas très affichée, mais je me rends compte qu'effectivement, moi j'ai jamais senti, mais peut-être parce que c'est trop intériorisé, j'ai jamais senti de difficulté à évoluer dans mon monde d'avocat parce que j'étais une femme. Mais je pense quand même qu'il y a quand même 2-3 freins. Probablement, on le voit bien, les chiffres sont édifiants, c'est-à-dire que on a une population féminine importante en tant que collaborateur, et puis les associés femmes et les managing partners femmes, il y en a quand même de moins en moins. Enfin, il n'y en a toujours pas plus, on va dire. Ouais. Donc il y a un problème, il y a évidemment un problème. Donc je veux juste faire passer le message qu'il existe des voies médianes, il existe des cabinets, il existe des chemins qui permettent à une femme véritablement d'être heureuse et de développer, de se développer au plan professionnel, de se développer au plan personnel, familial et managérial, mais dans des structures qui l'acceptent. Et je pense que Bird a depuis toujours cet ADN de parité. Et donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans pas mal de structures, volontaristes, pour montrer que c'est possible. Mais c'est possible aussi parce qu'on est encore une fois dans une voie médiane, c'est-à-dire que c'est évident qu'on ne peut pas passer nuit et jour, et week-end compris, et vacances comprises, au bureau. Ça c'est évident en tant que femme et en tant qu'homme également. Donc il faut trouver une voie et convaincre les collaborateurs qu'on peut s'épanouir dans cette carrière-là tout en ayant une vie à côté. Et c'est probablement pas le cas de certaines structures. Donc je pense qu'il faut... on a pas mal d'exemples chez Bird de femmes qui ont réussi effectivement à devenir associées tout en ayant une vie familiale. Moi j'ai des enfants, j'ai 2 filles d'ailleurs, qui n'ont jamais manifesté auprès de moi le fait que j'étais pas présente. Il faut savoir dégager du temps et il faut savoir dire non à un moment, c'est évident. On peut toujours en faire plus. Donc il faut savoir dire non, il faut savoir poser ses barrières, mais il faut savoir aussi ce qu'on veut, c'est-à-dire que il y a des moments où il faut effectivement travailler beaucoup dans ce métier-là. Emmanuelle, je vous ai déjà pris beaucoup de temps ce matin. Avant de vous quitter, est-ce que vous avez un mot de la fin pour le cabinet, pour vous, pour n'importe quoi, peu importe? Mot de la fin, non, pas vraiment, j'ai pas pensé. Encore une fois, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire chez Bird. C'est un cabinet qui mérite d'être connu par son approche, probablement, effectivement. Et je pense que le dernier sujet était quand même le sujet central. Je pense qu'on a une approche à l'égard des collaborateurs qui est un petit peu, pas novatrice, mais qui mérite d'être connue dans une voie un petit peu médiane dans ce métier. Parce que, en toute honnêteté, elle ne l'est pas par nous. Et donc, à voir si elle l'est auprès d'autres collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse connaître. Très clair. Maître, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.